Bonjour la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime. Cela signifie beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Merci de votre soutien. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans le récit. Charity Okafor apprit à lire à la lueur d'une lampe à kérosène qui bourdonnait comme une abeille dans les nuits humides d'Enugu. Sa mère, Mama Rose, équilibrait des piments et des tomates au marché d'Ogbidi le jour, puis, le soir venu, équilibrait ses espoirs sur ses genoux lors de la prière. « NNE, ton nom est une promesse », chuchotait-elle en tapotant le front de Charity. Charity grandit en comptant les pièces, en portant des paniers et en mémorisant des décimales qui s'étendaient bien plus loin que leur loyer. Elle aimait le calme des matins, la fumée de charbon de bois dehors, la querelle d'un coq avec l'aube, l'uniforme scolaire séché et raidi sur un fil. Lorsque la pluie battait leur toit en zinc, elle récitait ses tables de multiplication pour couvrir le bruit des gouttes. Chaque bulletin scolaire rentrait à la maison enveloppé dans du nylon, pressé comme une carte au trésor. « Nous avancerons progressivement », disait Mama Rose en pliant le papier avec des doigts révérencieux. Charity la croyait. Elle croyait que la vie pouvait se construire lentement, comme l'okpa cuit à la vapeur dans des feuilles, se raffermissant sous une chaleur patiente. Parfois, elle dessinait des bâtiments dans le sable, un bureau vitré, une table de conférence, une plaque portant son nom. Elle ne connaissait pas encore la ville qui allait la mettre à l'épreuve, ni le sourire séduisant qui étudierait ses rêves pour les lui emprunter jusqu'à ce qu'ils oublient presque leur propriétaire d'origine. Les années se superposèrent comme des pagnes de marché autour de la détermination de Charity, chaque saison ajoutant son lot de courage. Elle obtint une bourse d'État, puis une place à l'université de Nsukka, faisant la navette dans des bus qui toussaient comme de vieux hommes mais transportaient des rêves. Dans des auberges sentant le kérosène et l'ambition, elle étudia la finance tout en faisant frire des plantains pour des camarades de chambre qui payaient en billets empruntés. Quand les notes arrivaient, elle les pliait doucement et appelait la maison. « Mama, c'est bon », disait-elle. « Ce sera encore mieux », répondait Mama Rose. « Ne brusque pas la marmite, laisse-la bouillir correctement. » Après l'obtention de son diplôme, la gosse l'appela avec ses promesses. Elle arriva avec une valise, 3 chemisiers et l'adresse d'un cousin qui lui répétait « Manage, manage, débrouille-toi », jusqu'à ce que la débrouillardise devienne une compétence. Un poste junior chez Bello et compagnie lui apporta des parquets cirés, des sourires gardés et des délais qui tenaient la nuit éveillée. Charity apprit l'écosystème, la politique de l'ascenseur, les éloges reçus après que des hommes eurent répété ses idées, et les réunions où le silence peut hurler. Elle acheta des talons d'occasion qui claquaient avec une confiance empruntée et entraîna sa voix à rester ferme quand ses mains tremblaient. Chaque mois, elle envoyait de l'argent à Enugu et écrivait « Nous allons bien ». Elle voulait dire « Nous survivons et je n'ai plus peur de demain, enfin ». Ils se rencontrèrent lors d'un séminaire à Victoria Island, où la climatisation soufflait comme l'harmattan et où les badges tentaient de rendre les inconnus familiers. Tony Bello prit place à côté de Charity lors d'un atelier sur les stratégies de risque. Assez tard pour être remarqué, assez confiant pour sourire comme si le retard était un style. Ses boutons de manchette captaient la lumière du projecteur, mais son regard dériva vers le carnet de Charity lorsqu'elle posa une question que l'animateur prit le temps d'admirer. « Vous avez une pensée structurée ?» murmura Tony après coup, tendant une carte où le logo de l'entreprise était gaufré comme un seau. Charity la glissa soigneusement dans son sac à main, amusée par son aisance, méfiante de ce charme rodé. Ils se croisèrent à nouveau à la machine à café. « Je suis Tony. »« Charity. »« Quel nom significatif, » dit-il en étirant le mot doucement. « C'est une personne, pas un projet, » répondit-elle en souriant malgré elle. Ils rirent, une lumière se déversant dans une pièce autrement rigide. Plus tard, sous les lumières de réseautage du séminaire, Tony écouta quand elle parlait. Il l'interrogea sur Enugu, sur sa mère, sur les leçons à la lanterne. Rien de tout cela ne ressemblait à des banalités, vraiment. L'ambition est belle, dit-il, mais la compagnie compte. Elle ne vit pas les collègues se tourner vers lui, orbitant déjà autour de la gravité de son nom de famille. Le premier appel arriva ce soir-là, la voix de Tony, un baryton chaleureux. « J'ai apprécié votre question, » dit-il. Elle a surpris la salle. « Elle m'a surprise moi aussi », rit Charity en entortillant le fil d'un chargeur emprunté comme un chapelet. Le café devint leur rituel, un endroit calme sur Adeola ODQ où les croissants se rompaient comme des décisions. La vapeur s'enroulait au-dessus de leurs tasses,
portant des effluves de cannelle et de nouvelles possibilités. Tony parlait d'expansion, d'héritage, de vouloir une partenaire capable de lire des bilans. Charity parlait des vents dénugus et de la lanterne qui transformait l'obscurité en école. Il écoutait, ou en donnait l'air. Elle choisit de ne pas enquêter. Il aimait sa simplicité. Elle aimait qu'il connaisse les bonnes questions. De petite manière, il se rapprocha, envoyant des rappels par SMS avant les présentations, envoyant des playlists intitulées Focus, laissant des post-it indiquant « brillant ». Quand il demanda « Que veux-tu, vraiment ?» elle répondit « Être utile, être respecté, être stable. » « Alors laisse-moi me vanter de toi, » dit-il. Elle sourit, ne sachant trop comment accepter d'être vue. Plus tard, Peace décrirait ces semaines comme un brouillard doux, réconfortant, floutant les bords, cachant les nids de poules. À l'époque, Charity pensait, peut-être que la compagnie compte, et peut-être que cette compagnie ne diminuera pas ma lumière. Peut-être bien que oui. Peace Nwako s'annonçait comme le matin annonce l'harmattan, vive, franche et étrangement réconfortante. Elle et Charity avaient partagé des lits superposés à Nsuka, échangeant des astuces d'examen, des sachets d'eau et des secrets qui lient comme du fil. Désormais, Peace portait le noir des salles d'audience et marchait comme si les échéances s'écartaient sur son passage. Elle rencontra Tony autour d'un suya à une table basse à Lekki, l'évaluant sans excuse. Alors, Bello et compagnie, dit Peace en léchant le piment sur son pouce. Êtes-vous assez humble pour suivre le rythme de mon ami? Tony gloussa. J'essaie. Essayez plus fort, répliqua Peace, souriant d'une manière qui feignait la douceur. Plus tard, quand il s'éloigna pour un appel, elle se pencha vers Charity. Charity, les hommes qui brillent bruyamment gardent parfois des variateurs pour les femmes comme toi. Il est différent, dit Charity, puis soupira. Du moins, je veux qu'il le soit. Vouloir m'observer, adoucit Peace. Elles marchèrent ensuite sur la promenade, les mouettes griffonnant le ciel, l'eau de la lagune claquant contre les pylônes. Promets-moi une chose, dit Peace. Dis-moi. Ne ravale pas ta voix pour son confort. Charity hocha la tête, pressant ses lèvres comme une promesse. Elle ne savait pas qu'une nuit viendrait où son silence serait pris pour un consentement par des gens qui devraient pourtant comprendre l'amour, la loyauté et la décence élémentaire. La loyauté de Peace était bruyante, pratique, parfois gênante de la meilleure des manières. Quand un propriétaire tenta d'augmenter le loyer de Charity sans préavis, Peace rédigea une lettre en 10 minutes et la livra avec un sourire qui ressemblait à un avertissement. Nous pouvons discuter d'équité ou faire face au tribunal des locataires, dit-elle doucement au portail. L'homme cligna des yeux, reconsidéra et s'excusa. Le dimanche après-midi, Peace et Charity cuisinaient du riz jollof, sur fond de musique provenant d'une enceinte Bluetooth têtue qui coupait les chansons au milieu du refrain. Elles se disputaient joyeusement à propos du sel, du féminisme, ou de la question de savoir si le trafic de Lagos rendait les gens impolis ou honnêtes. Parfois, Tony se joignait à elle avec du vin. Parfois, il annulait sans prévenir, trop souvent. Chaque fois qu'il annulait, Peace haussait les sourcils comme des parapluies avant la pluie. « Je ne tiens pas les comptes, » disait Charity. « Moi si, » répondait Peace. « Comme ça, tu n'as pas à le faire. » Elle partageait ce bon silence qui dit « Je te vois », même quand on ne peut pas se voir clairement soi-même. Dans ces moments-là, Charity osait exprimer de plus grands rêves. Un jour, directrice régionale, chuchotait-elle. Peace frappait une fois dans ses mains, c'est comme un marteau de juge. Et après ça? Charity souriait. Après ça, je ferai de la place pour que d'autres puissent grimper. Bien, disait Peace. Assure-toi juste d'être celle qui tient l'échelle, et non celle qu'on prend pour l'échelle. Sharon Maxwell arriva chez Bello et compagnie telle une voiture de luxe, polie, précise, imperturbable. Transférée de Londres pour diriger les opérations, elle portait de la soie qui chuchotait et des talons qui parlaient. Lors du briefing du lundi, elle se présenta avec un sourire calibré pour charmer et contrôler. Je prise l'efficacité, la clarté et les résultats, dit-elle, l'accent rond, les yeux scrutant la salle comme s'il lisait un tableur. Charity remarqua les détails, la montre en or de bon goût, l'écriture soignée, l'habitude de faire une pause avant de louer quelqu'un, comme si elle facturait des intérêts. Lors d'une réunion, Sharon invita les commentaires, puis paraphrasa les suggestions jusqu'à ce qu'elles sonnent comme les siennes. À la fin, elle capta le regard de Charity et le tint un instant trop long, souriant comme quelqu'un saluant la concurrence. Dans le couloir, plus tard, Tony se pencha vers Charity.
Vive d'esprit, non? Très, dit Charity. Sharon passa devant eux, son parfum propre et coûteux dans son sillage, et hocha la tête. Mademoiselle Okafor, j'ai entendu parler de vos notes de crise. Impressionnant. Merci, répondit Charity. J'ai hâte de voir comment vous gérez la pression, ajouta Sharon, souriant toujours. Il n'y avait pas d'insulte, juste une température. Charity sentit sa colonne vertébrale s'allonger automatiquement. La compétition l'énergisait autant qu'elle la déstabilisait. Discrètement, étrangement, elle ne savait pas que la signature sur sa promotion appartiendrait à la femme qu'il étudiait comme un cas d'école. Dans les semaines qui suivirent, Sharon établit un rythme qui ressemblait à un métronome réglé par un chef d'orchestre invisible. Elle arrivait tôt, partait tard et mettait les cadres en copie de mais qui étaient à parts égales instruction et performance. Les éloges venaient comme du sucre rationné. Les réprimandes arrivaient tièdes, enveloppées dans des phrases qui semblaient utiles jusqu'à ce qu'on goûte l'arrière-goût. Charity observait, curieuse, refusant de se laisser intimider. Lors d'une réunion, Sharon demanda des projections sous 12 heures. Charity livra une présentation concise au matin, les chiffres s'alignant parfaitement. Sharon la survola et dit, c'est solide. La prochaine fois, anticipez mes questions. Lesquelles? Demanda calmement Charity. Vous apprendrez mes instincts, dit Sharon, un sourire soigneusement épinglé. Tony passa ensuite, les mains dans les poches. Ne le prends pas personnellement du tout, murmura-t-il. Je ne l'ai pas pris personnellement, répondit Charity. Je l'ai pris professionnellement. Dans le reflet de la vitre, elle vit Sharon les regarder avec ce même léger sourire en coin que Charity ne pouvait pas encore nommer. Plus tard, Pise envoya un SMS, « Comment va la reine ?» Charity répondit, « Elle construit un empire, apparemment. » Pise, « Construit le tien tout aussi haut. » Charity serra la mâchoire, rouvrit la présentation et ajouta une annexe que personne n'avait demandé, car parfois, la réponse à la condescendance est une excellence qui ne laisse aucune place à une révision commode. Enugu accueillit Charity avec de la poussière sur ses sandales et des souvenirs pressés dans les manguiers. Elle rentra chez elle pour l'anniversaire de Mama Rose avec un petit gâteau et un plus grand secret, le bonheur qui mijotait, un homme avec des projets, une carrière qui trouvait sa colonne vertébrale. Leur maison de 2 pièces sentait la caraferie et la pluie de l'après-midi. Mama Rose la serra dans ses bras, puis se recula pour étudier son visage comme un tailleur étudie un tissu. « Tu as l'air fatiguée et plus grande, dit Mama. »« D'ailleurs, rit Charity. L'ambition ajoute de la hauteur. » Elles s'assirent sur des nattes tressées, sirotant du zobo, reconnaissantes d'être ensemble. Des voisins passèrent. Les commérages flottaient comme des papillons. Plus tard, après le départ de tout le monde, Mama Rose parla doucement. « NNE, l'amour devrait protéger ta lumière, pas l'emprunter jusqu'à ce qu'elle s'estompe. » Charity fixa sa tasse. « Tony est bon, dit-elle. Il croit en moi, vraiment. » La croyance se voit dans les actes, répondit Mama. Sacrifie-t-il son confort pour t'élever, ou t'admire-t-il seulement quand cela ne coûte rien? Charity hésita. Il essaie, dit-elle, et sentit la phrase vaciller. Mama Rose pressa sa main. La dignité d'abord. On peut aimer depuis une position de force. Promis? Charity hocha la tête, les yeux brillants. Elle voulait promettre plus, qu'elle ne rétrécirait plus jamais. Mais les vœux sont plus lourds quand votre cœur apprend encore sa forme complète. Dans le bus de nuit de retour vers Lagos, les mots de Mama Rose voyagèrent avec Charity comme un voisin de siège, la coudoyant doucement chaque fois que son esprit dérivait vers le fantasme. Tony appela alors que les lumières de la ville s'épaississaient. « Je te manque » taquina Théil. « Oui » répondit-elle, appréciant la chaleur, puis se redressant intérieurement. « Grosse semaine à venir, dit-il. Revue du conseil, présentation aux nouveaux clients. Je risque d'être rare. »« Je comprends, dit-elle. » Le silence bourdonna un moment. « Charity, » ajouta Tony, la voix plus douce. « Je suis fier de toi. Ne l'oublie pas. » Elle sourit à la fenêtre sombre. « Merci. » Après l'appel, elle tapa une note sur son téléphone, « Ne ravale pas ta voix pour le confort. » À l'aube, le bus roula devant des panneaux publicitaires promettant des tours de taille impossibles et une richesse sans effort. Lagos s'éveillait, impatiente et scintillante. Charity posa le pied sur le trottoir avec sa petite valise et la décision plus grande de choisir la dignité quotidiennement,
calmement, à plusieurs reprises. Dans sa boîte de réception, les demandes de réunion de Sharon s'étaient multipliées comme des points de pression délibérés. Pease envoya un SMS. « Ça va, Charity ? Bien et alerte. Pease, je suis dans le coin si tu as besoin de moi. » Elle expira. Une autre note, l'excellence d'abord, les émotions plus tard. Ce n'était pas de la froideur. C'était une façon d'empêcher son cœur de conclure des accords que son avenir ne pouvait pas se permettre. Mike Okafor portait l'optimisme comme une veste trop grande. Elle glissait de ses épaules, pourtant il refusait de l'enlever. Plus jeune de 4 ans, il avait le genre d'esprit capable de démonter une radio et de la reconstruire en mieux. Pourtant, les bureaux des RH continuaient de demander une expérience qu'ils ne pouvaient acquérir qu'en étant embauchés. « Grande sœur, je jure que je suis proche, » dit-il lors d'un appel vidéo tremblant, la caméra inclinée vers le ventilateur de plafond. « Proche, c'est bien, » répondit Charity. « Faisons en sorte que proche devienne plus proche. » Elle envoya des liens, édita son CV et paya discrètement un cours en ligne dont il ne savait pas qu'il avait besoin. Quand il avoua avoir mis son ordinateur portable au mont-de-piété, elle ne le gronda pas. Elle vira de l'argent et dit, « Récupère-le, promets-moi qu'il n'y aura plus de gestes désespérés. » « Promis, » dit-il, les yeux vitreux. Mike était son point faible et sa colonne vertébrale d'acier à la fois. Les week-ends, il réfléchissait à une application pour aider les femmes du marché à suivre leurs dettes sans crainte. Il codait sur du temps emprunté, elle testait les fonctionnalités. Mama Rose priait, fredonnant un vieil hymne sur les portes qui s'ouvrent. « On y est presque », répéta Mike. « Presque est une direction, » sourit Charity. Elle croyait en son étincelle comme elle croyait au matin, retardée parfois par les nuages, inévitable si l'on continue de regarder vers l'est. Quand Mike fit finalement son pitch dans un petit hub technologique à Independence Layou, sa démo se figea au pire moment, le curseur clignotant comme un œil têtu. Il appela après, la voix amincie. « Ils ont dit, revenez quand ça marchera hors ligne. »« Nous le ferons, » répondit Charity, ouvrant déjà son ordinateur portable. Ce soir-là, ils passèrent des heures en vidéo, testant des bascules et réécrivant des invites jusqu'à ce que l'application se comporte correctement. À minuit, elle envoya un SMS à Tony, « Dure soirée à aider Mike. » Il répondit, « Tu es gentille, dors, grosse journée demain. » Elle fixa le message, voulant plus, décidant de ne pas le demander. Le lendemain après-midi, Mike réessaya, gagna la salle et envoya un selfie avec le soulagement brillant à travers la sueur. « Je te l'avais dit, » rit Charity, « continue de regarder vers l'est. »« Serette, je ne gâcherai pas cette chance, » dit-il. Elle raccrocha et se pencha en arrière, les yeux douloureux comme des muscles après avoir porté un ami dans les escaliers. Plus tard, Tony appela. « Fier de toi, » dit-il. « C'était Mike, » répondit-elle, immobile. « Tu rends les choses possibles. » L'éloge atterrit légèrement, dérivant comme un mouchoir en papier. Elle le plaça doucement dans un tiroir de son esprit, à côté d'autres compliments minces, et se promit de demander à la vie, et non à un homme, le genre d'éloge qui ressemble à de l'eau après une marche sous la chaleur. Tony éblouissait dans les pièces comme le font les lustres, toute cette brillance laissant des ombres derrière elle que quelqu'un d'autre devait balayer. Il apprit rapidement les rythmes de Charity, envoyant des SMS, jette un œil là-dessus. À 23h48, ou 2 diapositives sur les risques pendant le déjeuner, confiant qu'elle répondrait souvent. Elle le faisait, aimant le puzzle plus que l'éloge, aimant la compétence comme une langue qu'elle pouvait parler n'importe où. En réunion, Tony utilisait ses métaphores à la piste d'atterrissage, le pont, le filet de sécurité et les lançant avec aisance, oubliant parfois de lancer son nom avec. « Ça arrive, » se dit Charity. « Vraiment ?» demanda Pease plus tard. « Ou es-tu en train de normaliser le vol parce que le voleur sourit gentiment ?» Charity pinça les lèvres. « Il me crédite en privé. » « Les crédits privés ne paient pas d'intérêt, » dit Pease. Tony n'était pas cruel. Il était pratique. Il réservait des dîners avec la même efficacité qu'il les reprogrammait. Quand il se montrait magnifiquement, chemise fraîche, blague d'initié, main chaude. « Je me vante de toi, » disait-il à la lueur des bougies. « Vante-toi correctement, » taquinait Charity, mi-sérieuse. Il portait sa main à ses lèvres, scellant de petites excuses avec chaleur. Et Charity, qui connaissait la patience comme une discipline, ne réalisait pas encore que la patience peut aussi déguiser une fuite si l'on ne vérifie jamais le saut. Un jeudi,
Après une présentation qui atterrit comme le tonnerre, Tony s'appuya contre l'encadrement de sa porte et dit « Libère ta soirée la semaine prochaine. » Une nuit spéciale. Les mots voltigèrent dans la pièce comme des confettis que tout le monde n'avait pas signés pour balayer. Spécial comment demanda Charity, arrangeant des papiers inutilement. Tu verras, sourit-il. Habille-toi comme le succès te va. Son estomac répondit avant sa bouche, se serrant d'une douleur pleine d'espoir. Ce soir-là, elle appela Pise. Il a dit « Nuit spéciale ». Charity chuchota, comme si le bruit pouvait briser la chose. Célèbre tes victoires, pas son mystère, répondit Pise. Ce qui est spécial cette semaine, c'est toi. Je sais, je veux juste qu'il soit fier. Assure-toi que tu le hais, toi. Après l'appel, Charity ouvrit le placard et toucha la robe bleu marine qui lui allait comme une déclaration. Elle répéta un petit discours devant le miroir, pratiquant la joie stable de dire « J'ai été recommandée pour le poste de directrice régionale ». Elle imagina le visage de Tony s'adoucir, imagina la voix de Mama Rose disant « Graduellement, NNE, graduellement ». Au lit, elle tapa une autre note, annoncer ma nouvelle en premier. Elle dormit avec son téléphone face vers le haut, comme si la lumière pouvait protéger l'attente de la déception, et se réveilla en croyant que la patience pouvait être une couronne lorsqu'elle est portée avec discernement. Le trimestre se déroula comme un grand livre écrit en sa faveur. Charity dirigea une équipe de crise à travers la frayeur de liquidité d'un client, guidant les appels tardifs d'une voix assez stable pour ancrer la panique. Elle cartographia des scénarios, assigna des tâches et transforma le chaos en une séquence d'événements solubles. Le client envoya une lettre de remerciement. Le conseil le remarqua. Monsieur Adeyemi, le directeur régional sur le départ, commença à passer avec des questions qui étaient du mentorat déguisé. Que changeriez-vous à notre cadence de reporting? Elle répondait prudemment, le fond d'abord, le vernis plus tard. Quand les analystes juniors trébuchaient, elle les coachait au lieu d'exposer leurs faux pas. L'équipe commença à la considérer comme la gravité, la chose qui empêchait le travail de flotter vers le théâtral. Sharon le remarqua aussi. Les compliments refroidirent, les attentes s'aiguisèrent. Tony envoya des fleurs avec un mot, fier comme toujours. Pise envoya un SMS avec un emoji applaudissant, aussi, garde tes limites. Chez elle, Charity fit face au miroir et s'entraîna à dire son propre nom sans excuse. Son cœur tremblait quand même, car la croissance est à la fois le vent et le mal de l'altitude. Elle se dit, respire, recalibre, garde le rythme assez lent pour entendre tes pas, elle ne savait pas que le prochain pas atterrirait sur du marbre sous des lustres. Observée par des gens qui connaissaient déjà le script qu'elle n'avait pas vu. L'invitation arriva sous la forme d'un blocage de calendrier de la part de Tony, Grand Orchid, vendredi, 19h30. Pas d'ordre du jour, juste une épingle dorée sur son téléphone qui scintillait chaque fois qu'elle actualisait. Il envoya un message, une nuit inoubliable. Elle tapa et effaça 4 réponses avant de se décider pour « J'ai hâte ». Au bureau, l'emploi du temps de Sharon s'aligna soudainement sur le sien, se chevauchant comme deux transparents. Il y avait des regards rapides à travers les salles de réunion, de brefs sourires qui disaient tout. Monsieur Adeyemi passa une fois de plus, les yeux bienveillants. « Vous êtes prête ?» dit-il. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, le pouce accélérant. Il tapota seulement la table et s'éloigna, fredonnant un air qu'elle ne put situer. Pise insista pour l'aider à choisir des boucles d'oreilles qui ressemblaient à de la résolution. « Quoi qu'il arrive, dit Pise, ta nouvelle est la tienne. » Charity plaça la lettre de promotion dans une chemise fine et la glissa dans son sac à main comme une lanterne secrète. Elle répéta encore, plus doucement cette fois, comme si elle parlait à la jeune fille qu'elle avait été. « Tu as travaillé pour ça. » Vendredi arriva avec une lumière d'averse et un taxi qui sentait l'impatience du pain. La ville scintillait comme si elle savait qu'un chapitre se tournait. Charity pressa sa paume sur son sac et chuchota, « Je parlerai la première ce soir. » Ce matin-là commença par une convocation. Bureau de Monsieur Adeyemi, 9h15. Charity entra avec son carnet et le rythme cardiaque de quelqu'un entraîné à ne pas trop attendre. Les stores étaient ouverts. La gosse se tenait dehors, scintillante et indifférente. Il fit signe vers la chaise, puis vers un dossier. « J'ai 2 choses, dit-il. Mes papiers de retraite, et une lettre de recommandation, la vôtre. » Son souffle s'oublia. « Monsieur ? Vous avez maintenu cette région ensemble discrètement, dit-il, souriant comme le ferait un père si le travail permettait la douceur. Je vous recommande comme mon successeur.
Le conseil est aligné. Ses mains voulaient trembler. Elles obéirent à la place. Merci, réussit-elle à dire. Ne me remerciez pas, répondit-il. Remerciez votre bilan. Dirigez avec la même patience qu'il a construit, et avec courage quand la patience est mal interprétée. Il fit glisser la lettre. Son nom semblait plus grand, comme si l'autorité était une taille de police. La lettre formelle sera signée aujourd'hui, ajouta-t-il. Vous la recevrez dans l'après-midi. Elle sortit, fit une pause dans une cage d'escalier et s'autorisa à halter une fois. Puis elle envoya un mot à Pise, en train de monter. Pise répondit avec des feux d'artifice et une phrase, « Te voilà ». Charity agrippa la rampe et chuchota, « Merci », au timing invisible qui correspondait à son travail. Dans l'après-midi, la lettre formelle arriva avec l'efficacité d'un coursier qui connaissait la valeur de son colis. Charity brisa le sceau et vit son nom à nouveau, plus grand, ancré par des clauses qui se serraient comme des nœuds bien faits. En bas siégeait une signature propre, Sharon Maxwell, responsable des opérations. L'ironie clignota vers elle comme une blague polie. Sharon l'appela quelques instants plus tard. « Félicitations, mademoiselle Okafor », dit Sharon, désignant une chaise qui semblait légèrement trop basse. « Merci », répondit Charity, stable. « Le leadership est un miroir », poursuivit Sharon. « Il double tout, les défauts, les forces et les conséquences. » « Je comprends. » Bien, le sourire de Sharon tint bon. « Ce soir, Tony a prévu quelque chose. Je m'attends à ce que vous représentiez tous les deux bien l'entreprise. » Charity hocha la tête, surprise. « Nous entendons tous des choses, » ajouta Sharon légèrement, comme si elle discutait du trafic. « Je serai là, » dit Charity. De retour à son bureau, elle glissa la lettre dans une fine chemise et la plaça dans son sac à main, sa paume s'attardant sur le cuir. Le bureau bourdonnait, inconscient de la tempête qui répétait son entrée. Elle envoya un SMS à Pise, signé. Pise répondit, couronné tout droit. Charity expira, leva le menton et pensa, « Ce soir, je parle la première, et je regarderai qui applaudit avant qu'il ne demande pour qui est le toast. » La soirée glissa sur la gosse comme de la soie, s'accrochant aux panneaux publicitaires et aux fenêtres des gratte-ciel alors que Charity s'habillait avec des mains délibérées. La robe bleu marine se posa sur elle comme une décision tenue. Elle choisit des clous en perles, calme, résilient, et balaya ses cheveux en un chignon qui ressemblait à une couronne. Sur le lit gisait son sac à main, ouvert, la lettre signée reposant à l'intérieur de sa chemise comme une lanterne. Elle la toucha une fois, puis deux, comme si la chaleur pouvait passer. Son téléphone vibra. Tony, voiture à 19h. Pise envoya un selfie avec un pouce levé et la légende, « Rappelle-toi qui tu es avant que quiconque ne parle. » L'appel de Mama Rose arriva ensuite. « NNE, je prie. » Porte tapée comme un parfum. « Oui, Mama. » Elle se regarda dans le miroir et s'exerça. « J'ai une nouvelle, » dit-elle à voix haute, testant le rythme, testant le souffle. Elle vérifia l'heure, pressa ses paumes l'une contre l'autre et sourit à la femme dans la glace. « Tu as travaillé pour ça ?» chuchota-t-elle. Dans le couloir, d'autres locataires murmuraient des salutations, l'odeur de non-frit parfumant l'air. La gosse sonnait comme une chorale accordant ses cornes, ses voix, ses roues, son espoir. En bas, une voiture élégante tournait au ralenti. Charity se glissa sur la banquette arrière et tint son sac sur ses genoux, comme une promesse qu'elle était enfin prête à dire sans excuse. Le grand orchide brillait comme une histoire qui avait répété sa fin heureuse. Des lustres, des serveurs qui glissaient. Tony la retrouva à l'entrée, beau d'une manière qui faisait pardonner aux étrangers ses retards. Il l'embrassa sur la joue avec chaleur. « Tu ressembles à la victoire », dit-il en offrant son bras. « Merci », répondit Charity, le cœur se stabilisant. « J'ai une annonce à faire. »« Parfait », dit Tony en la guidant à travers l'air de velours. « Moi aussi. » Les mots la frôlèrent comme une rafale joyeuse. Elle sourit, manquant leur tranchant. La salle privée s'ouvrit sur une longue table habillée de blanc, des visages familiers se déployant comme des drapeaux. Des collègues de département, des clients, des parents de Tony, même Sharon assise près du centre. Charity déglutit, surprise par la foule, puis disciplina ses pensées. Elle toucha son sac, sentit le rectangle de sa chemise et prit le siège que Tony indiquait. Un violoniste effleurait la pièce de douce mélodie. Sharon leva un verre vers Charity, le genre de salut qui pourrait être du respect ou de la symétrie. Plus tard,
Sharon articula silencieusement, le sourire précis. Un serveur remplit l'eau. Les verres tintèrent. La conversation miroitait. Charity inspira, chronométrant la montée et la descente de ses poumons avec l'archet du violon. Elle se dit, parle la première, et leva la main pour toucher son verre maintenant. Pease arriva à l'appartement de Charity le lendemain matin, portant de l'accara fumant et du PAP. Son sac de tribunal toujours en bandoulière. Elle ne s'assit pas avant d'avoir scanné le visage de Charity, comme une mère étudie son enfant pour la fièvre. « Tu n'as pas dormi » dit-elle platement, déballant le papier. Charity tenta un rire, replaçant ses cheveux derrière son oreille. « J'avais beaucoup de choses à penser. »« C'est toujours le cas » répondit Pease en faisant glisser une assiette sur la table. Elles mangèrent en silence pendant un moment, la petite pièce remplie du bourdonnement du trafic de la gosse. Puis Pease posa sa cuillère et se pencha en avant. « Charity, je dois le dire clairement. Tony ébloui, oui, mais les hommes qui aiment ton esprit ne te laissent pas répéter des discours toute seule. Tu répètes quelque chose d'important depuis des semaines, n'est-ce pas ?» Charity se figea, sa main planant au-dessus de son PAP. « Comment as-tu su ?»« Parce que je te connais, » dit Pease, les yeux féroces mais bienveillants, et parce que je t'ai vu diminuer ton éclat pour lui. Tu le regardes comme s'il était le prix, oubliant que tu es le cadeau. La gorge de Charity se serra. Elle voulait le défendre l'espoir fragile qu'elle tenait. Mais les mots de Pease fissurèrent la partie d'elle qui se souvenait des avertissements de Mama Rose. Charity croisa les mains sur ses genoux, la voix brisée. Pease, il a de bonnes intentions. Il me soutient à sa manière, me dit qu'il est fier. Pease inclina la tête, pas amusé. Les mots sont une monnaie douce. Ils se dépensent vite. Mais quelle est leur valeur quand les actions les mettent en faillite? Est-ce qu'ils se montrent pour toi quand la salle a besoin de connaître ton nom? Où te laisse-t-il porter seul les sacs de victoire? Charity détourna le regard, les larmes emplissant ses yeux. Pease tendit la main à travers la table, sa main ferme. Je ne veux pas que tu confondes les applaudissements du public avec de l'amour. Tu es plus que le silence que tu t'imposes. Charity hocha la tête, déglutissant difficilement. J'ai peur de croire ça, chuchota-t-elle. Alors laisse-moi le croire pour toi jusqu'à ce que tu le puisses, dit fermement Pease. Les deux femmes restèrent assises dans ce calme, une sororité de vérité entre elles. Charity expira enfin. Ce soir est censé être important, dit-elle, la voix tremblante. J'espère juste qu'il le pense pour nous deux. Pease serra sa main plus fort. S'il ne le fait pas, souviens-toi de ceci. Tu n'entres pas dans ce restaurant seul. Tu marches avec chaque sacrifice, chaque lumière de lanterne, chaque prière que Mama Rose a chuchotée. C'est ta vraie compagnie, pas la performance d'un homme. Le soir après son appel avec Pease, Charity composa le numéro d'Enugu, et la voix de Mama Rose déversa de la chaleur à travers les parasites. NNE, comment la gosse te traite-t-elle, demanda-t-elle, le ton à la fois curieux et prudent. Charity hésita, puis répondit, la gosse est occupée, Mama. Le bureau continue de m'étirer. Mais j'apprends. Mama Rose fredonna d'un air entendu. S'étirer peut renforcer, ou cela peut casser. Lequel est-ce? Charity sourit faiblement. Je pense que ça renforce. Mais Mama, puis-je te demander quelque chose? Comment sais-tu quand l'amour d'un homme est sûr? Le silence de Mama Rose dura un temps trop long avant qu'elle ne soupire. L'amour est sûr quand il tient à lumière stable, pas quand il vacille à chaque coup de vent. Est-ce que Tony te stabilise, ou le stabilises-tu pendant que tu te noies? Charity ferma les yeux. Il dit que je suis son pilier. Les piliers portent le poids, NNE. Mais qui tient le pilier? Les mots de Mama Rose pressèrent contre sa poitrine, forçant des questions qu'elle avait enfouies sous le charme de Tony. Elles parlèrent tard dans la nuit, Mama Rose racontant son propre mariage, comment le respect de son mari avait été sa véritable dot jusqu'à ce que la mort les sépare. Souviens-toi, Charity, dit-elle doucement, une couronne est plus légère quand deux têtes en partagent le poids. N'emporte pas une qui te pousse vers le bas au lieu de t'élever. Charity fixa son plafond après l'appel, le cœur lourd de vérités conflictuelles. Mama Rose n'avait jamais douté ouvertement de Tony auparavant, mais ce soir sa voix tremblait d'inquiétude. Elle repensa au jour où Tony l'avait appelé son ancre, son refuge, et comment les mots avaient semblé être de la soie alors, mais ressemblaient maintenant davantage à des chaînes. Dans le calme de la nuit, elle chuchota, « Est-ce que je porte trop ?»
La question persista, sans réponse. Elle essaya d'imaginer Tony écoutant ses rêves, pas juste hochant la tête, mais si investissant, pourtant l'image devint floue. À la place, elle vit les yeux de Pease, les avertissements de Mama Rose, et l'ombre du sourire de Sharon au travail. Elle se tourna et se retourna, luttant contre le malaise, mais choisit quand même l'espoir. Elle se dit que le dîner de demain était une chance, que les mots de Tony sur une « nuit spéciale » étaient plus que des promesses creuses. Pourtant, même en priant, une étrange lourdeur persista, comme si son esprit savait déjà que les applaudissements qu'elle désirait pourraient ne pas être les siens à entendre. Charity serra son oreiller, répétant la phrase de Mama, « Ne porte pas une couronne qui te pousse vers le bas. » Jusqu'à ce que le sommeil l'entraîne dans des rêves qu'elle oublierait, mais le malaise resterait. Charity retrouva Tony pour le déjeuner dans un bistrot calme à Victoria Island, le genre d'endroit avec du jazz doux et des serveurs qui bougeaient comme s'ils répétaient. Elle arriva tôt, répétant ses propres répliques sur la lettre de promotion cachée dans son sac. Tony entra en coup de vent 20 minutes plus tard, s'excusant avec un baiser sur son front. « Tu as été patiente avec moi, dit-il chaleureusement, et je veux récompenser cette patience. Ce vendredi, dîner au Grand Orchid, ce sera une nuit inoubliable. » Charity cligna des yeux, son cœur sautant un battement. « Grand Orchid » demanda-t-elle, à demi souriante. « N'est-ce pas extravagant ? » « Pour toi, rien n'est extravagant, » répondit Tony avec fluidité. « Tu mérites une célébration. » Charity se mordit la lèvre, sentant l'espoir bouillonner comme du soda. « Tony, j'ai en fait quelque chose à annoncer aussi, » commença-t-elle, ses doigts tressaillant nerveusement sur la serviette. Il tendit le bras à travers la table, couvrant sa main. « Parfait. Alors faisons une nuit d'annonce. » La façon dont il le dit envoya de la chaleur dans sa poitrine, bien qu'un fil invisible de doute tira dessus. Elle hocha la tête quand même, s'accrochant à l'idée que peut-être le destin s'était enfin aligné pour eux deux. Ce soir-là, elle rejoua le déjeuner dans son esprit, disséquant chaque mot. Une nuit inoubliable. Cela signifiait-il qu'il était enfin prêt à solidifier leur avenir? Cela signifiait-il qu'il planifiait quelque chose depuis le début? Elle le dit à Pease au téléphone, la voix tremblante d'excitation. « Pease, je pense qu'il va faire sa demande, mais je n'en suis pas sûr. » Pease renifla doucement. « Ou il va faire un spectacle. » Quoi qu'il en soit, Charity, promets-moi que tu parleras la première. Ne laisse pas ton moment glisser dans le silence à nouveau. J'essaierai, chuchota Charity. Non, tu le feras, pressa Pease. Plus tard, Mama Rose appela inopinément. « Comment va ma fille » demanda-t-elle, sentant l'orage couver sous la voix de Charity. « Mama, je pense que Tony veut me surprendre. Je pense que ça pourrait être bien. » Mama Rose fredonna seulement. « Alors garde ta joie. Un voleur peut venir déguisé en cadeau. » Charity expira, balayant ses doutes. Alors que le vendredi approchait, elle pratiqua son discours jusqu'à ce que les mots ressemblent à une respiration. Elle imagina Tony souriant, la foule applaudissant, et son triomphe brillant plus fort que n'importe quelle bague en diamant. Elle ne savait pas que le script avait déjà été écrit, et qu'elle entrait dans une pièce où elle n'avait pas le rôle de la star. Le vendredi après-midi, Charity s'assit dans un taxi, la ville défilant entraînée de lumière et de son, son dossier reposant fermement sur ses genoux. Elle chuchota ses répliques dans un souffle, ses doigts traçant le cuir de son sac à main. « J'ai été recommandée comme directrice régionale », pratiqua-t-elle doucement. « Je veux partager cette joie avec vous tous. » Elle le répéta jusqu'à ce que cela sonne naturel, jusqu'à ce que sa voix porte la conviction qu'elle espérait ressentir sur le moment. Le chauffeur jeta un coup d'œil en arrière, curieux de son marmonnement, mais elle sourit seulement nerveusement. Dans son esprit, elle imaginait Tony rayonnant, l'attirant dans une étreinte, lui disant combien il était fier. Elle imaginait le sourire satisfait de Pease quand elle l'appellerait plus tard, les prières de Mama Rose exaucées en couleurs vives. Les pensées la stabilisèrent, et pour un moment, elle se laissa croire que la nuit se déroulerait comme elle le souhaitait. Elle ajusta sa robe bleu marine, vérifia son reflet dans la caméra de son téléphone, et se fit un signe de tête. « Tu mérites ça » chuchota-t-elle, comme pour rappeler à son cœur de rester fort. Elle ferma les yeux, respirant profondément, et promit silencieusement que ce soir elle ne serait pas invisible. Alors que le taxi tournait vers les lumières scintillantes de Victoria Island, son téléphone vibra. Un message de Tony, un peu en retard. « Commence à te mêler aux autres, je te rejoins sous peu. » L'estomac de Charity se noua brièvement,
mais elle se força à sourire. Il est occupé, c'est tout, se dit-elle. En entrant au Grand Orchide, elle fut enveloppée par les lustres et l'air de velours, le genre d'opulence qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Un serveur la conduisit à la salle à manger privée, où rire et bavardage remplissaient déjà l'espace. Des visages familiers se tournèrent vers elle, collègues de Bello et compagnie, cousins de Tony, même certains clients qu'elle reconnut. Son cœur battit la chamade de nervosité. « C'est plus grand que ce à quoi je m'attendais », murmura-t-elle. Elle toucha à nouveau son sac, la lettre pressant contre sa paume comme un battement de cœur. Elle trouva son siège près du centre, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec anticipation. « Tu peux le faire », chuchota-t-elle. Elle répéta les mots silencieusement une fois de plus, ses lèvres bougeant sans son. Inconsciente, elle se préparait à parler dans une pièce où chaque autre voix avait déjà été répétée, et la sienne était la seule qui ne faisait pas partie de leur plan. La salle était habillée comme une scène pour la royauté, des rideaux dorés tombant en cascade le long des murs, des verres en cristal captant la douce lueur des lustres, et un violoniste tissant une musique douce dans l'air. Charity s'assit à sa place assignée, souriant poliment alors que les salutations affluaient autour d'elle. « Charity, tu rayonnes ce soir, » dit un collègue, levant un verre. « Ce doit être l'amour. » Elle rit légèrement, cachant son excitation nerveuse. Un autre client se pencha, chuchotant, « Tony parle de cette soirée depuis des semaines. » Son pouce accéléra. Se pourrait-il que tout le monde soit ici pour célébrer à la fois sa réussite et l'affection de Tony? Elle s'imagina debout, annonçant sa promotion, et la salle éclatant en applaudissements. Elle jeta un coup d'œil à Sharon, qui était assise élégamment de l'autre côté de la table. Ses lèvres s'incurvèrent en ce demi-sourire familier. Sharon leva son verre vers elle, articulant silencieusement, « plus tard ». Charity fronça légèrement les sourcils, incertaine de la signification, mais força sa concentration à revenir sur son propre moment. Elle sentait le poids de la lettre dans son sac comme une couronne secrète, attendant d'être révélée. « Respire juste », se dit-elle, ses yeux scannant les visages qui l'entouraient. Ils semblaient tous impatients, dans l'attente, comme s'ils répétaient pour quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu. Quelques minutes plus tard, Tony entra dans la salle, commandant l'attention avec sa confiance polie. Il se pencha pour embrasser sa joue, chuchotant, « Tu es parfaite. » Charity sourit, ses nerfs picotants. « Toi aussi », répondit-elle doucement. Alors que le serveur remplissait leur verre et que le violoniste jouait un accord triomphant, Tony tapota sa cuillère contre son verre. La salle tomba dans le silence en un instant. Le cœur de Charity bondit. Elle pensait qu'il lui ouvrait la voie pour parler la première. Elle se leva lentement, la main tremblant légèrement alors qu'elle préparait ses mots, mais la voix de Tony coupa à travers l'immobilité. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, le ton riche et commandant, « merci de vous joindre à moi ce soir. » Charity se figea à mi-course, son verre coincé à mi-chemin de ses lèvres. Il continua, « Ce soir est placé sous le signe de la célébration, des nouveaux départs, et de l'amour qui mérite d'être vu. » La salle éclata en applaudissements avant même qu'elle ne puisse former sa première phrase. Elle retomba dans sa chaise, confuse, sa main pressée contre son sac. Elle regarda autour de la table, cherchant un indice, mais chaque sourire semblait répéter, chaque hochement de tête complice. Sa poitrine se serra. Le script avait commencé, et ce n'était pas le sien à lire. Charity resta assise, son verre tremblant encore dans sa main, essayant de stabiliser le rythme de sa respiration alors que Tony commandait la salle. Chaque œil se tourna vers lui, et le poids de l'attente pressa contre sa poitrine comme une pierre invisible. Elle força un sourire, répétant dans son esprit les mots qu'elle avait préparés, mais sa voix les noya, riche et sûre. « La vie est plus douce lorsqu'elle est partagée avec ceux qui comptent le plus, » dit-il, faisant un geste à travers la table. Des murmures d'approbation ondoyèrent dans la foule. La gorge de Charity se serra. Elle voulait interrompre, réclamer le moment qu'elle avait porté dans son sac comme une lanterne. Pourtant, quelque chose dans la façon dont la foule se penchait en avant la fit s'enfoncer dans sa chaise. « Tony » chuchota-t-elle doucement, espérant qu'il capterait sa voix. Il ne la regarda pas. Au lieu de cela, il leva son verre, le reflet du lustre dansant sur sa surface. Les applaudissements enflèrent, résonnant sur les murs, avalant son silence tout entier. Elle resta figée, se demandant à quelle vitesse un rêve peut se dissoudre quand une autre main saisit le microphone que vous attendiez depuis le début. Sharon bougea légèrement sur sa chaise, ses ongles polis tambourinant légèrement contre le pied de son verre à vin.
Elle capta le regard de Charity et le tint avec un sourire qui semblait à la fois sympathique et triomphant. Charity sentit la chaleur grimper dans son cou. « Vous aviez quelque chose à dire ?» demanda un collègue à côté d'elle, penchant la tête curieusement. Elle déglutit, ne gérant qu'un signe de tête poli. « Non, je vous en prie, continuez. » L'homme hocha la tête, inconscient de la tempête faisant rage derrière ses yeux. Alors que les mots de Tony remplissaient la pièce, le discours soigneusement préparé de Charity devint un écho à l'intérieur de sa poitrine, suppliant d'être libérée mais piégée sous des couches de décorum. Elle jeta un coup d'œil autour de la table, les visages illuminés par l'anticipation, non pas pour elle mais pour lui. À ce moment, elle réalisa que son public avait répété pour une performance dans laquelle elle n'avait pas été invitée à jouer. Le toast qu'elle avait nourri lors des trajets en taxi et des répétitions devant le miroir se flétrit en elle. Elle agrippa son sac à main plus fort, sentant le contour ferme de sa lettre, un témoin silencieux d'une victoire qu'elle ne pouvait pas encore réclamer à voix haute. La main de Tony glissa dans sa poche avec une grâce délibérée, son sourire s'élargissant alors qu'il sortait une petite boîte en velours. Des halètements s'élevèrent comme une vague s'écrasant contre les murs éclairés par les lustres. Les yeux de Charity s'écarquillèrent, son souffle se bloquant dans sa gorge alors que le temps ralentissait en fragments cruels. Il tint la boîte haut, puis l'abaissa avec révérence, l'ouvrant pour révéler une bague en diamant qui capta la lumière comme du feu. « Ce soir, déclara Tony, la voix profonde d'une confiance exercée, je choisis d'honorer la femme qui m'a donné un but, de la force et une vision. » La salle éclata en applaudissements, les acclamations rebondissant à travers la table. Les lèvres de Charity s'entr'ouvrirent, ses yeux piquants alors qu'elle attendait que son nom soit prononcé. Puis elle la vit. Sharon se leva gracieusement, sa robe rouge épousant chaque courbe, son visage rayonnant d'un rougissement qui semblait trop parfaitement chronométré. Elle marcha vers Tony, chaque pas résonnant comme le tonnerre à l'intérieur de la poitrine de Charity. Quand Sharon l'atteignit, Tony s'agenouilla, glissant la bague à son doigt avec un sourire qui ne faiblit jamais. « Sharon Maxwell, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il. Sharon couvrit sa bouche, hochant la tête alors que des larmes de triomphe glissaient sur ses joues. « Oui » chuchota-t-elle, la voix tremblante d'allégresse. Les applaudissements secouèrent la salle, les fourchettes tapant contre les verres, les collègues sifflant. L'ascension silencieuse, le triomphe de Charity. Les mains de Charity se glacèrent, son corps s'enfonçant un peu plus dans sa chaise tandis que son esprit peinait à assimiler la scène qui se déroulait sous ses yeux. Des membres de sa famille se levaient pour célébrer, applaudissant à tout rompre. Elle força ses lèvres à esquisser ce qui ressemblait à un sourire, bien que son cœur se brisât en silence. « Je le savais », chuchota quelqu'un à travers la table. « Ils forment un couple parfait depuis des mois. » Les oreilles de Charity bourdonnaient. Son regard balaya les visages autour d'elle, des gens avec qui elle avait ri au déjeuner, échangé des notes en réunion, qu'elle avait salués chaleureusement dans les couloirs. Ils applaudissaient tous. Leur joie était authentique, leur complicité totale. Elle sentit la pièce vaciller, comme si le sol lui-même la trahissait. L'avertissement de Pise résonna dans sa tête comme un écho, ne tais pas ta voix par confort. Mais le confort avait déjà été volé, et le scénario avait été écrit sans elle. Elle attrapa son sac à main, ses doigts tremblants au-dessus de la lettre qu'il contenait. Son triomphe inexprimé la narguait désormais par son silence. Pour la première fois de sa vie, sa victoire avait un goût de cendre, et la célébration autour d'elle résonnait comme une trahison en chœur. Le tintement des verres et les rires joyeux la poignardaient plus profondément qu'aucun couteau ne l'aurait pu. Charity resta immobile, le visage figé dans un masque de politesse, alors que ses entrailles bouillonnaient d'incrédulité. Elle scruta la salle une fois de plus, cherchant désespérément un seul regard compatissant. Il n'y en avait aucun. Au lieu de cela, elle vit des sourires familiers s'élargir à ses dépens, leurs applaudissements couvrant ses mots non dits. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel », murmura-t-elle pour elle-même, sa voix à peine audible. Tony baisa la main de Sharon et l'attira dans une étreinte serrée, lui chuchotant quelque chose qui la fit rire doucement, le genre de rire que Charity pensait autrefois être le sien, et le sien seul. Elle sentit sa poitrine se serrer, son souffle devenir court alors que la réalisation la frappait de plein fouet. Ce n'était pas seulement la trahison de Tony, c'était la trahison de tout le monde dans cette pièce. Ils savaient tous. Ils n'avaient pas été invités pour la célébrer, mais pour être témoins de son humiliation en mondovision. Son cœur martelait, chaque pulsation lui hurlant de se lever, de parler, de réclamer quelque chose, mais sa gorge se noua, l'emprisonnant dans le silence. Elle tendit la main vers son verre, tremblante, et but une gorgée,
espérant que le vin engourdirait le feu qui la brûlait de l'intérieur. Cela ne fit rien. Du coin de l'œil, elle surprit Sharon qui la regardait, ce même demi-sourire jouant sur ses lèvres, comme si la demande en mariage avait été orchestrée non pas par amour, mais comme une conquête. Les poings de Charity se serrèrent sous la nappe, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle garda son calme, refusant de donner à quiconque la satisfaction de la voir s'effondrer. Les conversations autour d'elle se brouillèrent en un bruit indistinct, des mots comme « couple parfait »,« destinée » flottaient autour d'elle comme du poison. Une collègue se pencha vers elle, lui touchant le bras. « Charity, tu n'es pas heureuse pour eux ?» La question la transperça comme une lame. Elle se tourna lentement, forçant ses lèvres à s'arquer. « Bien sûr, » dit-elle, la voix stable bien que son âme tremblât. La collègue sourit, satisfaite, et retourna aux acclamations. Charity baissa les yeux vers son sac à main, ses doigts effleurant le dossier à l'intérieur. Sa victoire était là, scellée, signée, indéniable. Pourtant, à cet instant, elle semblait sans valeur, éclipsée par le spectacle que Tony avait mis en scène. Les larmes pressaient contre ses paupières, mais elle les refoula. Elle refusait de craquer ici, pas dans cette salle, pas sous leur regard. Mais au fond d'elle, la trahison se gravait dans son esprit comme le feu marque le bois. Charity attendit que le bruit enfle à nouveau, que le rire de Sharon résonne au-dessus des applaudissements et que Tony se prélasse dans sa propre performance. Puis, avec une grâce mesurée, elle recula sa chaise. Le raclement fut presque noyé par le bavardage, bien que quelques têtes se tournèrent brièvement. Elle sourit poliment, hochant la tête comme pour s'excuser d'une trivialité. Elle prit son sac, ses mains fermes masquant la tempête qui faisait rage en elle. Chaque pas vers la sortie semblait plus lourd que le précédent, pourtant sa posture restait droite. Elle passa devant des visages familiers, des visages qui avaient autrefois souri à ses réussites, maintenant rayonnant de joie devant sa chute. Pas un seul ne l'arrêta, pas un seul ne tendit la main. Elle passa devant le violoniste, dont la mélodie semblait désormais moqueuse, devant les serveurs qui lui avaient servi du vin sans remarquer le tremblement de sa main. Son cœur battait dans ses oreilles, chaque battement chantant trahison, trahison. Elle atteignit les portes, les poussant pour s'ouvrir à l'air frais de la nuit. Le silence extérieur la frappa plus fort que le bruit à l'intérieur. La nuit l'enlaça comme les bras d'une mère, bien que cette étreinte semblât froide. Elle inspira profondément, sa poitrine se soulevant alors qu'elle murmurait « plus jamais ». Ses talons claquèrent doucement sur le trottoir alors qu'elle marchait vers le bord de la route, chaque pas délibéré, chaque respiration une bataille pour contenir le déluge menaçant de rompre les digues. Le valet s'approcha avec un ticket, mais elle le renvoya d'un geste, choisissant de marcher dans la rue, loin des lumières scintillantes du Grand Orchide. Charity appela quelqu'un faiblement derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Elle refusait de regarder en arrière, vers ce hall qui l'avait dépouillé de sa dignité. L'air nocturne de la ville sentait la fumée et la mer, ce qui l'aida à s'ancrer. Elle resserra sa prise sur son sac, sentant les bords du dossier contre sa paume, un rappel que son histoire n'était pas finie. Elle marcha plus vite, ses larmes s'échappant enfin, mais son allure ne ralentit jamais. Un passant la regarda, inquiet, mais elle l'ignora. Elle ne voulait ni pitié, ni réconfort, ni public, seulement de l'espace pour respirer, pour se reconstruire. Ce n'est pas la fin, se chuchota-t-elle, la voix plus assurée maintenant, une promesse s'élevant des cendres de son humiliation. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes, mais dans son cœur, un feu discret s'alluma, fragile mais vivant, attendant son heure pour rugir. Le lendemain matin, Charity était assise sur son canapé, portant toujours la robe de la veille, les yeux gonflés par une nuit sans sommeil. Elle fixait le dossier sur la table, la lettre de promotion dépassant légèrement, rappel cruel de ce qu'elle avait perdu l'occasion d'annoncer. La porte s'ouvrit à la volée sans avertissement. Pise, le visage rouge de fureur, fit irruption. Charity hoqua fort, « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en laissant tomber son sac au sol. Charity leva lentement les yeux, les lèvres tremblantes. « Ils se sont fiancés » murmura-t-elle, la voix vide. « Il a demandé Sharon. » Pise se figea une seconde, puis explosa. « Se lâche, cet imbécile pompeux » cracha-t-elle, arpentant la petite pièce comme une lionne en cage. « Je te l'avais dit, je t'avais dit qu'il ne te méritait pas. » Et Sharon ? Ce serpent. Bien sûr qu'elle prendrait plaisir à ça. Et tous ces gens, applaudissant comme des chiens savants. Hypocrite. Charity tressaillit aux mots de son ami, non pas parce qu'ils étaient faux,
mais parce que les entendre à voix haute creusait la plaie encore plus profond. « Pise, arrête » supplia-t-elle doucement. « Je ne peux pas le supporter. » Pise se tourna brusquement, les yeux flamboyants. « Non, tu dois le supporter, parce que cette douleur va soit t'enterrer, soit te construire. Et je ne resterai pas là à te regarder te laisser enterrer. » Les larmes de Charity coulaient librement maintenant, sa voix se brisant. Tout le monde savait. Ils savaient tous, et ils sont restés assis là à me regarder, souriant, attendant que je craque. Sais-tu ce que ça fait? Pise s'agenouilla devant elle, serrant fort ses mains. Oui, je sais ce qu'est la trahison. Mais ça? C'est leur erreur, pas la tienne. Tu n'es pas l'idiote ici, ce sont eux. Et laisse-moi te dire, Charity, leur jour de honte viendra. Charity secoua la tête, la voix tremblante. Mais mon moment est passé. Je voulais l'annoncer, je voulais célébrer. Elle laissa sa phrase en suspens, jetant un coup d'œil au dossier sur la table. Pise suivit son regard, ses yeux s'écarquillant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sèchement. Charity hésita, puis murmura « Ma lettre de promotion. Directrice régionale. » Pise haleta, puis laissa échapper un rire amer. « Donc, pendant qu'ils étaient occupés à t'humilier, tu portais la couronne depuis le début. Oh, Charity, vois-tu l'ironie? Ils ont applaudi la mauvaise reine. » Charity baissa les yeux, silencieuse. Pise lui saisit doucement le menton, la forçant à croiser son regard. « Écoute-moi. Ce n'est pas fini. Tu vas t'élever, et quand tu le feras, chacun d'entre eux souhaitera t'avoir applaudi quand ils en avaient l'occasion. » Charity s'éveilla dans la pâleur du matin comme quelqu'un remontant des profondeurs, les poumons brûlants de ce qui ne pouvait être dit. La robe qu'elle avait posée sur la chaise avant le dîner gisait maintenant pliée sur la coudoir, nette et accusatrice, comme si l'ordre avait invité le chaos à dîner. La lettre de promotion, toujours dans son dossier sur la table, reflétait un éclat de soleil qui traversait le sol. Elle s'assit, l'attrapa et la tint ouverte comme si une preuve pouvait penser l'humiliation. Ce ne fut pas le cas. Cela ne fit que clarifier la contradiction, comment un seul jour peut porter à la fois le couronnement et la crucifixion. Elle se prépara du thé et regarda le sachet infusé, les feuilles se déployant comme des vérités qui ne voulaient plus être compressées. Quand Mama Rose appela, Charity laissa sonner une fois, 2 fois, puis répondit. « NNE, dit sa mère, la voix douce d'inquiétude. « Je suis là, répondit Charity. J'ai survécu à la nuit, et je survivrai au souvenir. Raconte-moi. » Charity lui raconta, d'une manière propre et dépouillée qui ne laissait aucune place à la pitié. « Regarde ta lettre, dit enfin Mama Rose. Elle a été signée avant leur performance. Ton avenir n'a pas demandé leur permission. » Charity plia soigneusement le papier, comme on borde un enfant au lit, et murmura « Je t'entends. » La ville derrière sa fenêtre s'agitait de l'ordinaire. Les vendeurs ambulants criaient, les klaxons des caiques, tricycles, gazouillaient, une femme riait trop fort à quelque chose que le matin lui avait dit. Elle se lava, s'habilla d'un chemisier simple et d'un pantalon, et s'assit à la petite table avec un carnet. Elle écrivit 2 colonnes, ce qu'ils ont pris et ce qu'il reste. Sous la première, elle listata, un moment public, l'illusion de sécurité, la croyance qu'ils applaudiraient. Sous la seconde, compétences, nomination, Pise, Mike, Mama Rose, le souffle. Elle fixa la seconde colonne et sentit sa colonne vertébrale se redresser à l'intérieur d'elle-même. La porte grinça. Pise avait un double des clés et l'utilisa. « Répète après moi, dit Pise en posant un sac de fruits. Je n'auditionnerai pas pour des pièces que je possède déjà. » Charity parvint à sourire. « Je n'auditionnerai pas, bien. Et maintenant, quelle est la suite? » « Le travail, répondit Charity. Un travail silencieux qui fait du bruit sans crier. Pise hocha la tête. Et quand tu entreras dans ce bureau et que tu les verras, tiens ton menton haut comme si tu équilibrais une couronne que personne ne peut voir. Charity expira lentement. Je peux faire ça. Elle rangea sa lettre dans son sac, le ferma et se leva. L'air avait un goût différent, plus pur, plus courageux, comme si elle avait enfin choisi le seul camp qui ne la trahirait plus jamais, le sien. Le lundi matin, Charity entra chez Bellow & Company avec l'allure de quelqu'un qui avait mesuré chaque pas avant de le faire. Le garde de sécurité à la porte hocha la tête avec un respect inhabituel, comme si les nouvelles, telle une odeur, voyageaient en chuchotement. Elle traversa la réception,
où la trotteuse de l'horloge murale découpait le silence en morceaux réguliers. Un ascenseur s'ouvrit. Sharon se tenait à l'intérieur, immaculée comme toujours, un diamant étincelant désormais à sa main gauche comme un verdict. « Mademoiselle Okafor » dit Sharon, les lèvres s'inclinant. « Bon retour parmi nous. » Charity entra, appuya sur le bouton de leur étage et croisa le regard de Sharon dans les portes miroirs. « Merci, dit-elle d'un ton égal. Nous avons un point de direction à 10 heures. Je m'attends à un pipeline mis à jour, ajouta Sharon. Vous l'aurez, répondit Charity, puis elle détacha ses yeux du miroir pour regarder les chiffres monter. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir sembla plus long, mais le sol sous ses pieds avait changé. Les titres voyagent de manière invisible et réorganisent la gravité. À son bureau, elle ouvrit son ordinateur portable et trouva une annonce formelle rédigée durant la nuit, nomination, directrice régionale, Afrique de l'Ouest. L'entête portait son nom dans une police qui ne s'excusait pas. Sa poitrine se réchauffa, ses mains restèrent stables. Le comité de direction se rassembla autour de la table ovale, les voix basses, les corps anguleux de prétention. Tony se glissa sur un siège à 2 chaises d'elle, se raclant la gorge une fois de trop. Sharon prit la tête, ouvrit un mince carnet et commença. « Des félicitations sont de rigueur, dit-elle en lisant la ligne officielle de l'entreprise. Mademoiselle Okafor prend ses fonctions de directrice régionale avec effet immédiat. » Des applaudissements polis, prudents comme une pluie mesurée. Charity sourit légèrement, remercia la salle et passa à l'ordre du jour. Elle exposa les risques et les solutions du trimestre avec une autorité sans hâte, sans tremblement, sans soif de validation, juste une clarté qui rendait toute argumentation inutile. Quand elle eut fini, quelqu'un expira auditivement. « Des objections » demanda-t-elle en scrutant les visages. Silence, puis la voix de Tony, plus douce qu'elle ne le semblait. « Aucune. » Sharon ferma son carnet. L'exécution commence aujourd'hui. Les chaises raclèrent le sol, les gens se dispersèrent. Alors qu'il sortait, une analyste junior s'attarda. Je savais pour la fête, chuchota TL, les yeux humides. Je suis désolé de n'avoir rien dit. Charity fit une pause, s'adoucit. La prochaine fois, choisis qui tu es avant de choisir où tu t'assois. L'analyste hocha la tête, réprimandée mais reconnaissante. Charity retourna à son bureau, mit le mémo de nomination dans un cadre et le plaça sur une étagère derrière elle. Non pas comme décoration, mais comme un rappel que les identités ne vivent pas sur des tables où d'autres peuvent les réorganiser. Tony trouva le chemin de sa porte avant midi, frappant doucement comme si le volume pouvait déguiser le motif. Il s'appuya contre le cadre, beau comme une habitude qu'elle avait enfin brisée. « Charity » commença-t-il. « Peut-on parler ?» Elle ferma un onglet et leva les yeux. « Nous parlons. » Il entra, s'assit, puis se releva, incapable de se poser. « À propos de l'autre soir, dit-il, ses mains s'ouvrant et se fermant. J'aurais dû gérer les choses différemment. » Charity croisa les mains sur le bureau. « Tu as mis en scène un spectacle, » répondit-elle calmement. « La gestion n'était pas absente, » grimaça-t-il. « Sois juste. »« Je le suis, » dit-elle. « La justice, c'est dire exactement ce qui s'est passé. » Il tenta un mouvement vers la contrition, le genre qui demande à être admiré pour son apparence. « Je n'ai jamais voulu te blesser. »« Tu voulais des applaudissements, » répondit-elle. « Tu les as eus. » Il tressaillit, puis se reprit. « Écoute, maintenant que tu es dans ce rôle, nous pouvons. »« Arrête, » dit Charity doucement mais fermement. « Ne plie pas ma nomination dans ton tableur d'avantages. » Il la fixa, quelque chose comme de la surprise traversant son visage. La pièce contenait un silence qui appartenait aux gens qui avaient partagé de la chaleur autrefois. Il le brisa d'une voix plus douce. « Je t'aimais, tu sais. »« Tu aimais l'accès, » dit-elle, à une version de moi qui rendait ton éclat plus facile. Il tenta un rire qui ne vint pas, « Tu es devenue tranchante. »« Non, » répondit-elle. « Je suis devenue audible. » Il jeta un coup d'œil au mémo encadré derrière elle, puis à la porte. « Vas-tu au moins me féliciter ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« La bonne nouvelle, » dit-il, faisant un geste vague vers un futur qu'il supposait coopératif. Elle inclina la tête. « Le leadership n'est pas un canon à confetti, Tony. C'est un service mesuré en résultats. » Il fourra ses mains dans ses poches. « Sharon pense que... » « Sharon est sous mes ordres, »
dit Charity sans colère. Sa phrase atterrit comme un marteau de juge. Il cligna des yeux, s'assit à nouveau, cherchant sur son visage la douceur qu'il avait l'habitude de retirer à volonté. N'en trouvant aucune, il se leva, hocha la tête une fois et tenta la vieille plaisanterie. On était bien, dit-il. Nous étions un entraînement, corrigea-t-elle, puis adoucit le coup avec un faible sourire. Merci pour les leçons. Il fit une pause dans l'encadrement de la porte. Donc c'est fini. C'est le commencement, répondit-elle en se retournant vers son écran. Il s'attarda un battement de cœur de plus, comme si la nostalgie pouvait pétitionner la réalité. Puis il partit. Quand le couloir avala ses pas, Charity s'autorisa une longue respiration, celle qui rend une pièce à son propriétaire, et rouvrit l'onglet dont le travail survivrait à n'importe quelle bague. La véritable autorité ne s'agite pas. Elle respire. Charity rencontra les équipes clients tout au long de la semaine, retissant la confiance là où les gestionnaires précédents avaient tiré et effiloché les liens. Elle bougeait avec une économie qui rendait le spectacle inutile. Lors d'une revue le mercredi, le directeur financier d'un client leva un sourcil devant une recommandation. C'est peu conventionnel. Vos résultats du trimestre dernier l'étaient aussi, répondit-elle légèrement, avant de poser des données qui transformèrent les sourcils levés en hochements de tête approbateurs. Après l'appel, son équipe s'attarda dans la lueur du soulagement. Madame, dit un associé senior, vous avez une façon de rappeler aux tempêtes qu'elles ne sont, à l'origine, que de la météo. Elle sourit. Gardons les parapluies à portée de main tout de même. Elle commença à instaurer des rituels simples. Des pré-mortem, avant les lancements, des rotations donnant la lumière aux analystes plus discrets, des crédits écrits dans chaque présentation. Les emails devinrent plus courts car la confiance grandissait. Elle déjeunait moins souvent à son bureau et plus dans l'open space, rompant le pain là où le moral pouvait observer la gentillesse et y croire. Le bruit courut dans les étages que la région avait enfin une colonne vertébrale et un pouls assorti. Sharon essaya de tester les limites par petites touches. Des instructions ambiguës, des escalades de dernière minute exigeant un sauvetage visible. À chaque fois, Charity répondait par des processus, pas du théâtre, par de la documentation, pas du drame. Cela changea la structure des incitations. Les applaudissements passèrent des pyromanes aux pompiers. Tard un soir, Sharon entra dans le bureau de Charity, sa bague clignotant comme un phare ayant oublié sa fonction. Vous êtes efficace, dit-elle. La clarté réduit le bruit, répondit Charity en levant les yeux. Le bruit attire l'attention, rétorqua Sharon. L'attention n'est pas la même chose que le respect, dit Charity. Une pause. Sharon s'assit. Vous et moi, nous pourrions être redoutables. Nous le sommes déjà, dit Charity d'un ton égal. Dans des directions différentes. Le sourire de Sharon s'amincit. Vous ne jubilez pas, il y a trop de travail, dit Charity en fermant un dossier. Et la jubilation est une taxe que la plupart des victoires ne peuvent se permettre. Sharon l'étudia un instant, puis se leva. Vous ne vous ferez pas d'ennemis par accident, murmura-t-elle. Non, répondit Charity. Si des ennemis doivent exister, qu'ils se nomment eux-mêmes. Quand Sharon partit, Charity envoya un SMS à Pease, l'air s'éclaircit. Pease répondit, quand le brouillard se lève, les cartes ressemblent à des promesses. Charity s'adossa, s'autorisa 3 secondes de joie tranquille, puis retourna au travail qui résisterait même aux applaudissements. À Enugu, la petite équipe de Mike se réunit sous un ventilateur de plafond qui découpait la chaleur en tranches disciplinées. L'application était passée de lignes de code têtues à un outil que les femmes du marché pouvaient réellement utiliser. Regarde, dit Mike à maman Ketchi à Ogbet. Il lui montra comment ses ventes quotidiennes pouvaient être enregistrées d'une simple pression, les dettes suivies sans honte, et un résumé hebdomadaire exporté pour l'agent de crédit de la coopérative. Donc je n'ai pas besoin de grande grammaire, demanda-t-elle. Pas de grammaire, sourit-il, juste ton pouce. La nouvelle se répandit comme la lumière de midi. En un mois, 3 coopératives signèrent des accords pilotes. Mike appela sa sœur, la voix tremblante. Charity, ils ont dit oui. Elle se tenait près de sa fenêtre, le crépuscule de la gosse s'accumulant comme du bronze fondu à l'horizon, et ferma les yeux pour figer l'instant. Je savais qu'il le ferait, chuchota-t-elle. Le travail est honnête. Il rit un peu, puis devint silencieux. Tu m'as gardé en vie, sœurette. Après l'échec de cette démo, j'ai failli abandonner. Tu as fait une pause, corrigea-t-elle doucement.
Puis tu as reconstruit, expira-t-il. Les investisseurs veulent une deuxième réunion. J'ai peur. Bien, dit-elle. La peur est la preuve que tu es proche de quelque chose qui vaut la peine d'être porté avec soin. Ils planifièrent la stratégie lors d'appels tardifs, Charity sculptant son discours jusqu'à ce qu'il raconte une histoire plutôt que de réciter un souhait. Commence avec Maman Ketchi, conseilla-t-elle. Commence par un problème humain résolu, puis montre les chiffres qui multiplient son soulagement. Il s'exerça, elle l'interrompit, il affina. Elle applaudit minimalement, l'entraînant à aimer la rigueur plus que les éloges. Pease rejoignit une session, jouant l'investisseur hostile avec une férocité délicieuse. Qui sont vos concurrents? Pourquoi vous? Comment survivrez-vous si les banques créent une copie? Mike trébucha, se reprit, puis trouva son assise. Nous ne sommes pas une fonctionnalité, dit-il finalement d'une voix stable. Nous sommes un ami qui parle la langue de l'utilisateur. Quand la vraie réunion arriva, il portait un blazer emprunté et la confiance de quelqu'un qui s'était exercé à la lumière honnête. Deux investisseurs providentiels s'engagèrent pour un financement d'amorçage conditionné à des étapes clés. Il appela Charity depuis le parking, pleurant sans honte. Ça arrive. Pas à pas, répondit-elle, souriant au téléphone. Après l'appel, elle s'appuya contre la porte de son bureau, laissa la gratitude imprégner ses os, et envoya un SMS à Mama Rose, il vole, mais avec une carte. Plus tard, Tony la croisa dans le couloir, ouvrit la bouche pour parler, et la referma. Certaines distances ne peuvent être parcourues à reculons. Le dossier de Pease mijotait depuis des mois. Un groupe de nettoyeurs injustement licenciés après avoir signalé des risques de sécurité. La direction prétextait une restructuration, tout en embauchant des cousins au même poste. Dans la salle d'audience, les néons bourdonnaient au-dessus alors que Pease se levait, petite mais impossible à ignorer, sa robe d'avocate flottant comme une phrase qui ne finirait pas tant que la justice ne serait pas rendue. Charity était assise derrière, anonyme, pilier silencieux. Pease appela les témoins avec la tendresse de quelqu'un pliant des chemises après le lavage. Pas de théâtralité, juste un soin qui rendait les plis intentionnels. Madame Amina, dit-elle, dites à la cour ce qui s'est passé quand vous avez signalé le câblage exposé. La femme plus âgée jeta un coup d'œil au juge, puis à Pease. Ils m'ont dit de me concentrer sur la serpillière, et quand j'ai glissé près du seau, ils ont ri. Puis ils m'ont viré. Pease ne secoua pas la tête. Elle laissa la vérité pendre comme une cloche. Quand la défense agita contrat et politique, Pease traqua chaque clause avec un doigt qui savait où la compassion se cache à l'intérieur de la loi. La restructuration ne peut pas être un costume pour les représailles, arga-t-elle, la voix basse, contrôlée. Les droits ne sont pas des accessoires. Le jour du jugement, le tribunal accorda la réintégration, les arriérés de salaire et des pénalités qui rendraient la cruauté des imitateurs coûteuse. Dans le couloir après, les nettoyeurs soulevèrent Pease dans une étreinte qui sentait le détol et le soulagement. Elle rit, permettant enfin à la célébration de toucher son corps. Charity regardait avec des yeux humides. Tu étais une tempête qu'il ne pouvait pas prédire, dit-elle quand elles furent seules. Pease haussa les épaules, essuyant des traces de mascara d'un pouce indifférent. Je suis une tasse de thé. J'ai juste continué à verser. Merci, ajouta Charity, de m'avoir montré à quoi ressemble la persévérance quand elle refuse d'être amère. Pease lui serra la main. On s'empêche mutuellement d'oublier. Son téléphone vibra. C'était un journaliste demandant un commentaire. Elle soupira. La visibilité taxe les introvertis. Charity sourit. Paie là aujourd'hui. Elle achète la justice pour les autres. Ce soir-là, elles mangèrent du boli, bananes plantain rôti, et des arachides au bord de la route, la chaleur léchant leurs paumes, la victoire s'installant dans leurs épaules. Ton gala est la semaine prochaine, dit Pease nonchalamment. Le conseil parlera. Ensuite, tu parleras. Charity regarda au-delà du trafic vers le ciel rougeoyant. Je parlerai, répondit-elle, pleinement, finalement, et seulement pour annoncer ce que j'ai construit, pas ce qui est permis par qui que ce soit. Pease leva son sachet d'eau dans un toast qui n'avait besoin d'aucun verre. Les chuchotements se transformèrent en mémos. Les mémos se transformèrent en réunions sans invitation. À la mi-trimestre, le projet que Tony avait défendu commença à perdre de l'argent par des trous que sa confiance ne pouvait colmater. Il avait mal lu la tolérance d'un partenaire, surpromis sur les délais et sous-estimé le coût d'être charmant au lieu d'être précis. Lors d'une revue,
Charity posa 3 questions que personne d'autre n'avait osé poser. Chacune était un couloir menant à une pièce pleine de meubles manquants. Pourquoi l'écart n'a-t-il été signalé qu'après la date limite, demanda-t-elle, la voix calme. La mâchoire de Tony se contracta. Nous gérions la perception. La perception n'est pas de la trésorerie, répondit-elle. Un directeur toussa dans son poing. Un analyste junior griffonna furieusement. Après la réunion, Tony intercepta Charity dans le couloir. Tu as apprécié ça. Elle croisa son regard. J'ai apprécié la clarté. Tu me fais passer pour. Je n'ai pas ouvert tes livres, dit-elle calmement. Je les ai seulement lus. Il la fixa comme s'il voyait la femme qu'il avait refusé d'imaginer, celle dont la douceur n'excluait pas l'acier. Sharon, pendant ce temps, naviguait dans les retombées comme quelqu'un réarrangeant les vases pendant que la maison brûle. Publiquement solidaire, irritée en privé, elle planifiait des réunions stratégiques qui amenaient Tony au bureau plus tôt et le renvoyaient chez lui plus tard. Leurs disputes murmurées fuyaient à travers le verre. Un soir, Charity resta tard pour finir un modèle difficile. Tony apparut à sa porte, cravate desserrée, yeux cernés de rouge. « Aide-moi, dit-il, plus doucement qu'elle ne l'avait jamais entendu. Elle croisa les mains. « Avec quoi, la vérité ou les apparences ?» Il déglutit. « Les deux. » Elle fit un signe vers la chaise. « La vérité d'abord. » Pendant 2 heures, ils disséquèrent le projet jusqu'à ce que les excuses gisent en morceaux et que les choix soient mis à nu. Quand ils eurent fini, elle poussa une feuille vers lui. C'est le chemin du retour. Cela nécessite des excuses, des objectifs révisés, et de laisser quelqu'un d'autre diriger le sauvetage. Qui ? Une personne qui n'a rien à prouver, dit-elle. Il savait qu'elle voulait dire pas lui. Il savait aussi qu'elle avait raison. Merci, murmura-t-il. Charity ? Elle leva les yeux. Tu as toujours été comme ça. Oui, dit-elle. Tu m'aimais juste plus quand je faisais semblant de ne pas l'être. Il hocha la tête une fois, rassembla les papiers et partit avec une démarche qui correspondait enfin au poids de la vérité. Le talent de Sharon avait toujours été l'arrangement. La bonne robe, la bonne phrase, le bon timing. Mais l'arrangement échoue quand les résultats exigent de la substance. Son premier faux pas fut petit, une directive pour contourner un contrôle de vitesse que Charity annula avec un seul email intitulé « Maintenir l'intégrité ». Le second fut plus grand. Un dîner client où Sharon rejeta l'idée d'un junior qui sauva plus tard 1 million de Naira. Charity, l'apprenant, institua une politique de tour de table garantissant aux juniors une voix chaque trimestre. Les applaudissements changeaient de pièce, remarqua Sharon. Sa bague semblait plus lourde, non pas comme un symbole d'amour, mais comme une armure qui écorche. Un après-midi, elle arriva au bureau de Charity avec un sourire si tranchant qu'il aurait pu couper un fruit. « Votre popularité grandit, dit-elle. C'est incommode. » Charity ferma un tableur. « La popularité est une météo, le processus est un climat. » Vous parlez comme un manuel scolaire, rétorqua Sharon. « Un manuel fiable, dit Charity. Vous êtes la bienvenue pour emprunter. » Sharon s'assit quand même. « Savez-vous ce qu'il en coûte d'être une femme au sommet ? » Oui, répondit doucement Charity. C'est pourquoi je refuse de payer 2 fois, d'abord en travail, ensuite en théâtre. Les mots restèrent suspendus entre elles comme un rideau qui ne se lèverait pas. Sharon tapota la coudoir. Vous pensez que j'ai mis en scène cette nuit-là pour vous ? Je pense que vous avez mis en scène cette nuit-là pour vous, répondit Charity fermement. J'étais accessoire. La bouche de Sharon s'affaissa. Il m'a choisi, dit Sharon, mais cela sonna comme une question. Et j'ai choisi ce travail, répondit Charity, sachant que je peux le porter sans permission. Silence. Puis Sharon essaya une autre porte. Parlons de la rétention. Vos politiques ont empêché 3 analystes de partir. Charity hocha la tête. L'attention coûte moins cher que le recrutement. Et c'est plus salissant, dit Sharon, souriant presque. Oui, convint Charity. Cela nécessite de nettoyer les miettes du pouvoir. Sharon se leva. Je ne suis pas votre ennemi, dit-elle, et elle semblait vouloir le croire. Alors ne vous comportez pas comme tel, répondit gentiment Charity. Après son départ, Charity fixa la porte fermée et sentit un brin de lassitude tirer sur ses épaules.
Elle envoya un SMS à Pise, la compassion demande sans cesse à être incluse dans la politique, et d'une manière ou d'une autre, elle s'y intègre. Pise, c'est ça la gouvernance, le genre qui change les muscles, pas juste les mémos. Charity sourit, ouvrit le tableau de bord de rétention, et laissa les données dire amen. Le gala annuel arriva, enveloppé d'or et d'attente. Le lieu sentait vaguement le lys et l'ambition. Des bannières louaient la résilience. Un quatuor à cordes répétait des gammes qui sonnaient comme de bonnes nouvelles s'éclaircissant la voix. Charity portait une robe noire qui ne suppliait pas. Elle assistait. Lorsqu'elle entra, des murmures parcoururent le tapis. La voilà. Les membres du conseil s'amassèrent sous un lustre qui dégoulinait de lumière comme du miel. Monsieur Adeyemi la trouva le premier, les yeux plissés de fierté. « Je vous avais dit que vous étiez prête, dit-il. »« Vous l'avez fait, sourit-elle. »« Merci de l'avoir vu avant que d'autres ne le disent. » Il lui tapota l'épaule et s'écarta alors que la présidente approchait, les joues brillantes de cérémonie. « Mademoiselle Okafor, dit la présidente dans le micro quand le programme commença, a démontré une qualité que nous prisons au-dessus de la performance. Une intégrité qui rend la performance prévisible. » Les applaudissements s'élevèrent, non pas frénétiques, mais pleins. Charity manipula la plaque comme elle manipulait la pression, fermement, sans y imprimer ses empreintes digitales. Elle remercia son équipe par leur nom, puis remercia les juniors dont les erreurs lui avaient enseigné la gentillesse, une inclusion qui serra plusieurs gorges. De leur table près du devant, Tony et Sharon regardaient. Le visage de Tony était une étude en gestion d'expression. Le sourire de Sharon était technique. Quand la parole fut donnée pour les discours, Charity prit une inspiration et s'avança au podium. Certains d'entre vous étaient là, commença-t-elle, la nuit où mon silence a été mal interprété comme un consentement à l'humiliation. Un silence de velours tomba. Je ne suis pas ici pour revisiter le chagrin. Je suis ici pour corriger un dossier. J'étais déjà nommé lorsque ce spectacle a eu lieu. Ma valeur n'a pas diminué parce que les gens applaudissaient fort dans la mauvaise direction. Elle fit une pause, laissant la dignité finir la phrase. Ce soir, je remercie ceux qui ont choisi le courage plutôt que la convenance dans les petites pièces. Je remercie les leaders qui ont permis aux idées d'éclipser l'ego. Je remercie ma mère, qui m'a appris qu'un pas assuré est aussi une danse. Le chef du quatuor posa son archet. Quelqu'un renifla des larmes. Charity conclut, cette région sera dirigée assez calmement pour entendre les bonnes idées et assez fort pour protéger les personnes qui les apportent. Si nous devons rester dans les mémoires, que ce soit pour des résultats qui ont rendu la vie plus facile aux autres. Elle s'éloigna sous des applaudissements qui ressemblaient à de l'ombre par une journée chaude, méritée, expansif et bienveillant. Après le programme, un cercle se forma autour de Charity, analystes, directeurs, clients, des gens qui avaient appris à faire confiance à la façon dont elle rendait les pièces plus bienveillantes pour y être brillant. Elle accepta les félicitations, redirigeant les éloges vers l'équipe aussi naturellement que le souffle retourne aux poumons. De l'autre côté de la salle, Tony hésita, puis s'approcha avec un verre d'eau parce qu'il se souvenait qu'elle le préférait au champagne. « Félicitations, dit-il. Une voix sincère de la petite façon dont la sincérité visite ceux qui sont à court de scénario. « Merci, répondit-elle, prenant le verre et le posant sur une table voisine, intacte. Il se décala. « Je quitte le projet, dit-il, je prends un détachement correctif à Accra. »« Bien, répondit-elle doucement. Apprends la différence entre le projecteur et la lumière. » Il hocha la tête, les yeux brillants de la première tristesse utile qu'il s'était autorisé. « Je suis désolé. » Charity soutint son regard un instant. « Je ne suis plus en colère, dit-elle. Je suis occupé. » Il faillit sourire, s'inclina légèrement et passa son chemin. Sharon s'approcha ensuite, la posture impeccable. « Vous étiez magnifique, dit-elle, la sincérité glissant par une fissure. »« Merci, répondit Charity. J'espère vraiment que votre leadership continuera à rendre cet endroit plus sûr que vous ne l'avez trouvé, ajouta Sharon. C'est le seul plan, dit Charity. Et elles se séparèrent comme des personnes qui pourraient un jour se rencontrer sans ressentiment. Plus tard, quand la salle se vida et que les lys rendirent leur parfum à la fatigue, Charity trouva un coin tranquille et composa le numéro d'Enugu. Maman, dit-elle quand la ligne connecta, nous sommes allés loin. Le rire de Mama Rose résonna chaleureusement. Tu as gardé ton nom honnête, dit-elle. C'est plus loin que loin. Pise arriva, ses talons pendant à ses doigts, une victoire fatiguée.
On trinque, demanda-t-elle. Allô, sourit Charity. Elle levèrent des gobelets en papier. Aux couronnes qui ne marquent pas le crâne, déclara Pise. Aux pièces où le silence est choisi, pas exigé, ajouta Charity. Le message de Mike vibra. Les utilisateurs bêta ont doublé aujourd'hui. Elle répondit par une phrase dansante et rangea le téléphone. Puis elle se tourna vers le petit groupe de son équipe qui attendait timidement à proximité. Les juniors, les presque épuisés, les nouveaux courageux. Rentrons à la maison, leur dit-elle. Demain, nous construisons encore. Ils hochèrent la tête, le soulagement dans leur sourire. Alors qu'elle sortait dans la nuit, la gosse offrit son cœur habituel, moteur, rire, un hymne lointain. Charity l'inspira. La lettre de promotion attendait encadrée sur l'étagère de son bureau. L'humiliation n'attendait nulle part désormais, expulsée. Elle ne leva pas son verre. Elle n'en avait pas besoin. La ville avait appris son nom, et plus important encore, elle l'avait appris aussi, sans précipitation, sans excuse, avec une constance qui survivrait au lustre. Verset biblique pour l'histoire. Bien qu'il s'assemble pour te faire honte en public, le Seigneur t'élèvera en secret et révélera ta couronne en temps voulu. Car la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire de la maison. Inspiré du psaume 118, verset 22 et Isaïe 61, verset 7. Morale de l'histoire, ne permettez jamais à la trahison de définir votre valeur. Les applaudissements des hommes peuvent être mal placés, mais la véritable reconnaissance ne peut être volée. Même lorsque d'autres complotent votre humiliation, l'intégrité et la patience vous élèveront toujours plus haut que la tromperie. Votre valeur ne réside pas dans ceux qui applaudissent le plus fort, mais dans le fruit de votre travail et le Dieu qui récompense silencieusement et justement. Prière de clôture, Père Céleste, nous te remercions car tu es le Dieu qui élève les humbles et réduit au silence les plans des orgueilleux. Lorsque la trahison a essayé de briser Charity, tu as transformé ses larmes en force et son silence en puissance. Seigneur, rappelle-nous toujours que notre valeur n'est pas déterminée par les applaudissements des hommes, mais par la couronne que tu places sur nos têtes en ton temps parfait. Nous prions pour des cœurs qui endurent patiemment, pour le courage de s'élever au-dessus de l'humiliation, et pour la sagesse de marcher avec dignité même face à la tromperie. Que chaque revers dans nos vies soit une préparation pour ta plus grande gloire. Père, que nos vies soient des témoignages qu'aucun complot ne peut annuler le dessein que tu as ordonné. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de ce récit? Laissez vos pensées dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.